d'annuler cette complexité, mais de la donner à voir, de la dire. Étant persuadé que c'est ainsi que, à la fois, on peut la réduire un tout petit peu, et également qu'on peut éclairer ce qui peut se jouer dans ce séminaire et ces différentes séances, à savoir qu'au-delà des positions particulières et des thèmes particuliers de chaque intervenant, vous venez d'en avoir la liste, quelque chose peut se dégager sur les enjeux effectivement communs, sur la question du contemporain aujourd'hui, sur la question de l'État, sur la question des mobilisations, sur la question de ce que je vais appeler les gens, des enjeux communs, sous réserve, ce qui n'est pas si simple, qu'on entende que chacun en parle de là où il est, dans son espace problématique, dans son expérience de terrain, etc. C'est-à-dire comment de position particulière en termes d'expérience et de problématique peut malgré tout se dégager quelques indications sur le fait que chacun donne à quelle question, quelle interrogation qui serait commune, chacun donne sa propre réponse. On n'est pas du tout à la recherche d'une communauté de réponses, mais plutôt à la recherche de chacun à répondre à éventuellement telle ou telle grande question identifiée comme question se posant aujourd'hui. C'est ce que je vais tenter de faire à mon propre compte, si vous le voulez bien. Alors je propose de reformuler le thème du séminaire dans mon propre lexique et dans ma propre problématique, parce que lexique et problématique marchent ensemble, je pense. L'énoncé, c'est les mobilisations face aux figures contemporaines de l'État. Et je propose de le déplacer à l'énoncé suivant, les gens et l'État aujourd'hui, et peut-être plus encore, ce qu'il en est de l'État du point des gens. Et dans ce du point des gens, inclure les mobilisations, sans pour autant en faire le seul moment, la seule situation, le seul lieu où quelque chose est pensé, dit et fait de la part des gens qui disposent leur rapport à la question de l'État. Par exemple, ce qu'il en est du rapport aux élections de la part des gens n'est pas indifférent à leur rapport à l'État et cependant ne relève pas, dans beaucoup d'occurrences, de mobilisation. Certes, on peut parler de mobilisation pour une élection, pour les inscriptions sur les listes électorales, on l'a vu au Sénégal, par exemple, dans les dernières élections présidentielles, en France régulièrement. Mais entre cela et les mobilisations sur des droits qui n'existent pas, ou plus, par exemple les mobilisations pour la régularisation des sans-papiers en France, ou sur des droits qui sont bafoués, par exemple par les violences policières, il y a des différences qualitatives. J'espère montrer que je ne tente pas d'installer le thème du séminaire dans ma propre problématique, en le tordant ou le déplaçant. Ce que je cherche, ce que je tente, c'est plutôt le contraire, à savoir à m'installer avec mes mots et ma problématique dans le thème du face-à-face des gens et de l'État, face-à-face, peut-être dos à dos, ou encore toute autre chose échappant à une figuration anthropomorphique. Pour moi, avec ce rapport Jean-État, il ne s'agit pas seulement des rapports, c'est-à-dire d'une analyse des contacts, ou des frottements, mais ce que, dans la conception de l'un, il en est de l'autre. Je veux dire, qu'en est-il de l'état du point des gens, et qu'en est-il des gens du point de l'État,
y compris sous la forme, je parle là du point de l'État, de leur absence ou de leur non-présentation. Les gens, de quoi s'agit-il? À mes yeux, dans ce que je propose. Ni classe, ni substitut de classe. Substitut, c'est-à-dire il n'y aurait plus des classes, mais il y aurait des gens. Ni substitut de peuple, ni de pauvre. En d'autres termes, ce n'est pas une nouvelle proposition pour un nouveau sujet, comme classe pouvait l'être ou peuple. Ce n'est pas un sujet, une proposition de sujet post-classiste, vous verrez ce que j'entends par classisme et la thèse que nous sommes après le classisme, ou post-positivisme, si on trouve que finalement, sans doute, le positivisme sociologique de Durkheim à Bourdieu doit être contourné. Il n'y a plus, à mes yeux, d'approche en termes de sujet, ou plus exactement, je soutiendrai qu'aujourd'hui, les approches en termes de sujet, je vais les appeler des pseudo-sujets, et j'y reviendrai plus loin, sont étatiques et relèvent d'un lexique et de formes d'intellectualité étatiques. Les gens, c'est ce que j'appelle un indistinct certain. En effet, je dois vous dire en quoi ce n'est pas un sujet. Et la proposition immédiatement suivante, c'est ce n'est pas un sujet parce que c'est un indistinct. Indistinct qui a une qualité possible, une qualité éventuelle, vous allez le voir, qui est d'être certain. Quelques mots sur ce que j'entends par là. Je vais prendre un exemple pour que ce soit plus clair. J'ai pendant plusieurs années travaillé avec un groupe de jeunes et avec Amarini à la Cité de la Grande Borne à Grigny, dans un projet qui, au départ, se proposait de discuter de la question de la loi telle que l'envisageaient les jeunes. Mais je reviens sur cette expression avec des jeunes de la Cité de la Grande Borne. Jeunes de la Cité de la Grande Borne, la chaîne d'association ou de connotation dans votre écoute, dans l'écoute courante, aujourd'hui, c'est jeunes de la Grande Borne, cité, immigration, violence, islam, trafic, chômage, voile, djihad, déscolarisation, police, etc. C'est-à-dire l'expression jeunes de la Cité de la Grande Borne, qui est une des plus grandes cités de la région parisienne, convoque, déclenche, va de pair avec cette espèce de collier, non pas de perles, mais de mots. Et c'est comme ça que, d'une certaine façon, la question de savoir de quoi c'est le nom, Jeunes des cités, se trouve là encerclé et répondu par cette liste de mots qui configure, plante le décor et s'impose comme référent. Alors que, peut-être, et la thèse d'Amarini dont je vous parlais développe ce point, que Jeunes des cités, cela n'existe pas en tant qu'ensemble. Que cela n'existe pas et que c'est simplement ce que j'appelle une famille statistique. Une famille statistique, c'est un groupe, au sens statistique du terme, strictement indexé par une variable. Et que là, la variable d'indexation, c'est jeunes habitants en banlieue. Jeunes habitants dans une cité de banlieue. Mais une famille statistique, par exemple, ça peut être tout autant
des hommes qui chose du 43. Et vous savez que les familles statistiques, vous pouvez faire des familles simples avec une variable, vous pouvez faire des familles compliquées avec autant de variables que vous voulez. Maintenant, avec l'informatique, on peut multiplier le nombre de variables. On peut faire homme chaussant du 43, de tel âge, de tel... etc., etc., etc. Et la famille statistique ne dit rien, et on n'a rien à apprendre sur elle, si ce n'est que c'est une famille statistique. C'est-à-dire à supposer que jeunes de banlieue ne soient qu'une famille statistique, on n'apprend rien, si ce n'est que ce sont des gens qui habitent si vous voulez, qui habitent dans une banlieue. C'est une première entrée sur l'indistinct. C'est-à-dire il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de classe, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas d'ensemble signifiant qui serait déjà là. On a beaucoup de mal à se détacher de cette façon de penser, parce qu'on a beaucoup de mal à se détacher de la notion de classe et de classe sociale. Aussi dégradée qu'elle soit dans son usage courant aujourd'hui, en regard de ce qu'elle est effectivement dans la doctrine marxiste, qui l'installe articulée à la contradiction bourgeoisie-prolétariat, qui l'installe au destin historique des ouvriers comme classe révolutionnaire, et qui l'installe, mais qui l'installe aussi dans un doublé d'objectivité. Ça existe objectivement, dans les rapports de production. Les ouvriers ne sont propriétaires de rien que de leur force de travail. Et subjectivement, il y a une espèce de capacité affirmée des ouvriers d'être, comme ils ne possèdent rien, d'être à la fois dirigeants de la révolte contre l'ordre existant et en même temps porteurs d'une société sans classe. Et donc, au sens courant, si vous voulez, l'idée des sujets, c'est une entité qui existe à la fois objectivement et subjectivement. Dans sa forme dégradée, courante, dont on a beaucoup de mal à se débarrasser. La catégorie d'indistinct commence par dire il n'y a pas cela. Il y a des gens, il y a des personnes, il y a des individus, il y a des choses complexes, il y a des rapports, il y a tout ce que vous voulez peut-être, mais on ne sait pas ce que c'est. Et on ne peut pas le dire. Certains, pourquoi? Parce que quelque chose comme un passage à l'ordre de la pensée, à l'ordre de la capacité, à l'ordre de la décision, de quelques-uns de ces gens-là, ou de beaucoup, est dans l'ordre du possible. C'est-à-dire la catégorie d'indistinct est rompue possiblement par une capacité des gens à dire et à faire. Ce qui est sûr, c'est qu'en tant qu'indistinct, il y a ce possible, il y a que les gens pensent, possiblement. Et c'est en ce sens que l'indistinct est à la fois là et certain en ce sens que la rupture est possible. Et cette rupture possible confirme que quelque chose peut avoir lieu dans l'ordre de la capacité ou de la décision, mais que ce qui est possible, d'une certaine façon, conforte
conforte l'incertain en le rompant. Enfin, en y ajoutant quelque chose qui est ailleurs, qui est dans les capacités. C'est le paradoxe apparent de cette catégorie, ce qui fonde l'indistinct, ce qui le rend certain, c'est qu'il peut être rompu, qu'on peut en sortir, et donc que des gens en groupe de personnes, quelques personnes, ou beaucoup, ou des milliers, énoncent, décident d'énoncer, et souvent de faire, confortant l'indistinct en y mettant fin, dans cet ailleurs radical qu'est la pensée des gens quand elle se déclare. Et ça, ce n'est pas un sujet, ce n'est pas un nouveau sujet. C'est quelque chose d'absolument différent, qui est, il y a quelquefois, de la part des gens, ce que j'appelle de la pensée, de la décision, de l'organisation, on va revenir là-dessus, pas toujours, sous condition, et ce sont ces opérations de pensée, ces opérations d'intellectualité, ces opérations d'organisation ou de décision, qui sont là où, sans requérir ni la catégorie de sujet, ni la catégorie d'objet, je n'y reviendrai pas, des choses ont lieu où, sur la situation, sur eux-mêmes et sur l'état, des choses sont dites ou faites. La grande question est alors d'entendre ce qui est déclaré dans la déclaration, quand il y en a, dans ce qui est dit, mais aussi dans ce qui est fait, ce qui revient également à prendre avec la plus grande considération ce qui n'est pas dit et ce qui n'est pas fait, et de se mettre à ces écoles. Deux précisions là-dessus. Se mettre à ces écoles, c'est sortir de la problématique de la conscience, parce que je ne vais pas le développer ici, que conscience est toujours conscience de, c'est-à-dire une conception objectable, avoir conscience de la situation, avoir conscience de l'état, et donc d'inférer la question de la conscience à une démarche de connaissance, en termes d'objet, et donc, tôt ou tard, sous une forme ou sous une autre, de faire de l'éducation et de la science le registre de la conscience, l'école allemande contre l'aliénation, si vous voulez, l'école de... Et la deuxième chose, si vous voulez, c'est, quand je disais se mettre à ces écoles, c'est, on a eu de longues discussions là-dessus à propos du printemps tunisien, accepter de prendre, quand il y a des mobilisations, des mouvements, des choses de cette ampleur, de cette importance et de ce courage, de ne pas les aborder par ce qui manque en regard d'un certain nombre de modèles, de schémas, mais d'une certaine façon d'accepter que ce qui est de l'ordre de la plénitude dans l'analyse d'une situation. Par exemple, on a dit beaucoup à propos du mouvement tunisien, ils n'ont pas traité la question ils n'avaient pas de programme sur l'État, ils n'avaient pas de programme alternatif, en conséquence de quoi, au moment des élections, des partis sont arrivés, Narda est arrivé, etc., etc. Et voilà. Et que ça aurait été un manque, un défaut. Peut-être, je soutiens que non. Je soutiens que dans tous les cas, il faut profondément et minutieusement examiner l'hypothèse que non, qu'aujourd'hui, ce n'est pas par défaut qu'ils n'ont rien dit sur le pouvoir de l'État, c'est d'une certaine façon par positivité. Je reviendrai sur ce point. Je reviens au thème du séminaire, les mobilisations. Ayant dit cela, les mobilisations face aux figures contemporaines de l'État. Figure contemporaine de l'État, c'est une bonne question. L'État n'est ni invariant ni stable. Je veux dire, chaque État, l'État en France, l'État au Sénégal, l'État au Bénin, l'État en Italie, etc. Il est en constante tension, à la fois en tension interne et en tension externe.
attention, dans l'espace national, à l'endroit de la jeunesse, à l'endroit de ceci, à l'endroit de cela, à l'endroit de la restructuration ininterrompue de l'école, des lois sur le travail, de la sécurité sociale en France, etc., et externe avec les autres États. Dans sa conformation, il change, et il change aussi en regard des mobilisations, comme en regard de tout autre grand événement de tous ordres, des catastrophes naturelles, des épidémies, une innovation technologique, l'arrivée des drones sur les centrales nucléaires, etc. Donc, ce n'est absolument ni stable, ni fixe, ni invariant. Il faut donc être constamment attentif à ce que l'État dit et fait, et j'ajoute, comme je l'ai fait tout à l'heure, également ce qu'il ne dit pas et ce qu'il ne fait pas. Et donc, analyser la question de l'État et en avoir les catégories et un peu le métier, c'est une question importante. Du point des gens, qu'en est-il de l'État? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils ont en tête? Ceci relève de l'enquête. Sans enquête là-dessus, il ne peut pas y avoir de réponse. Et il faut reconnaître que l'enquête est toujours spécifiée à des situations, et c'est de l'intérieur de ces situations, avec éventuellement, mais pas toujours avec des mobilisations, que ce qu'il y a à dire est dit et que ça pense. Je peux vous citer, d'ailleurs, une longue expérience d'enquête, mais une expérience d'enquête en situation sur la question de l'État au Sénégal depuis 2011, où nous avons commencé à travailler avec l'Observatoire international des banlieues et périphéries, et puis les événements extrêmement tendus des dernières élections présidentielles, et puis la question du foncier à Dakar, et c'est de l'intérieur de ces situations et de l'enquête dans ces situations que sur la question de la corruption, que sur la question du foncier, que sur la question d'absence, le fait que les gens étaient dans un rapport extraordinairement critique, mais en même temps, là comme au Chili, les élections passées et, comme dans l'ardoise magique, redessinaient en partie la situation, semblait effacer ce qui avait eu lieu avant que ça ressorte. Voilà un exemple de situation. Un autre exemple de situation qui est aussi une réelle situation d'enquête où les gens peuvent dire quelque chose, c'est le groupe de travail dont je vous parlais, qui a eu lieu à Grigny. Et là aussi, ça crée une situation. C'est-à-dire un groupe de gens qui décident de travailler ensemble toutes les semaines et qui le font pendant 2 ans, pour finalement sortir des textes, etc. C'est une authentique situation. L'enquête crée des situations qui ne sont pas des situations de mobilisation de masse, mais, si vous me le permettez, qui sont malgré tout des moments de mobilisation subjective. Et qui donnent des choses magnifiques. Je voulais simplement vous lire la fin d'un des textes, comme ça, pour vous montrer que ça pensait. C'est un texte qui a été lu ici dans un colloque en 2010 et qui était, je voulais la fin, qui était sur la question de la vérité. Quelqu'un qui disait on nous arrête, on n'a rien fait, on nous met en justice, etc. On nous met en prison. Et la chute était... On peut donc dire que la justice ne travaille pas à la réalité de la vérité, donc c'est un jeune homme de la Grande Banque. Il n'y a donc plus de moralité, et s'il n'y a plus de moralité, qu'est-ce qu'il pourrait avoir à faire d'être juste? Ils font, la justice et la police, des choses qui sont contraires aux mots. C'est comme si on t'appelait dealer alors que tu n'as jamais vendu de drogue. Le nom est séparé de son principe. La moralité, elle est tellement loin de leur façon de penser et d'agir, dans leur système à eux, la moralité n'existe pas. On ne peut pas obtenir l'ordre sans vérité. On ne peut pas être correct, on ne peut pas diriger les choses sans la vérité. J'ai donné mon exemple, la police a voulu établir un ordre sur un mensonge,
L'ordre a été rétabli quand j'ai été relaxé, mais j'ai quand même fait 2 mois de prison alors que j'étais innocent. Tant qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'ordre. Quand il n'y a pas d'ordre, cela s'appelle l'injustice. C'est injuste non pas parce qu'il n'y a pas d'ordre, mais parce qu'il n'y a pas de vérité. Et parce qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'ordre. L'ordre, c'est un schéma. S'il y a un ordre, il y a de la vérité, il y a la justice, il y a une justice, il y a le respect, il y a une moralité. C'est une situation authentique d'énoncer sur la question de l'État, avec des formulations sur comme ça que personne n'attendait, sur le fait que ce qui est central et bafoué, c'est l'ordre de la vérité. Donc il y a une deuxième citation, voilà. L'enquête, c'est toujours en situation. Soit des situations de masse, des situations larges de mobilisation, soit de réelles situations d'enquête, comme celle que je viens de décrire. Donc ça, c'était le point 1. Point 2. Il faut que je vous donne quelques indications supplémentaires, quelques moyens de suivre ou d'entendre la problématique qui est la mienne, mes mots et mon lexique. Il s'agit en réalité de quelques énoncés constitutifs par quoi tente de se dire une pensée. Une pensée, la mienne, qui est toujours, je me permets d'insister, une façon de penser. La mienne. Ce qui laisse entendre que bien évidemment il y en a d'autres. Alors, ayant alors de bonnes façons, c'est-à-dire que j'essaie de vous dire comment, quand ça pense, ce que ça pense quand ça pense. Une enquête sur la pensée est une enquête sur comment une pensée dit penser, c'est-à-dire comment elle propose sa pensée tout en donnant à entendre ce qu'elle entend par pensée. Qu'est-ce que c'est que penser? Si vous voulez une référence dans notre ordre, dans le champ du savoir, qui n'est pas le mien, la catégorie d'épistémé de Foucault dans les mots et les choses est du même ordre. Il appelle épistémé les dispositifs du savoir, à la fois dans leur contenu, mais en même temps dans le fait que tout savoir, en même temps que son contenu, argumente ce qui est à ses yeux savoir. Qu'est-ce que c'est que connaître? Quelles sont les règles qui permettent de connaître? Quelles sont les démarches, etc. Les deux énoncés, qui sont les miens, et que j'ai exposés dans l'Anthropologie du nom, dans un livre que j'ai fait qui s'appelle l'Anthropologie du nom, sont 1. Les gens pensent, et 2. La pensée et rapport du rêve. Quand les gens pensent, quand ça arrive, soit en situation, au sens où j'ai dit, alors cette pensée-là est rapport du rêve. Et comme je le dis, l'énoncé 2 travaille de l'intérieur de l'énoncé 1. L'énoncé 1, les gens pensent, l'énoncé 2, la pensée est rapport du rêve. Et alors, je vais essayer brièvement pour montrer que il ne s'agit pas là d'une espèce d'usine à gaz, intellectuelle ou conceptuelle, de vous montrer que cette histoire des deux énoncés fonctionne dans beaucoup d'autres démarches problématiques que la mienne, enfin dans quelques-unes. Par exemple, chez Marx, il y a un énoncé 2
qui serait les conditions matérielles d'existence déterminent les formes de conscience. Ça vous dit quelque chose. Et l'énoncé 1, l'histoire de toute société jusqu'à aujourd'hui et l'histoire de lutte des classes. Chez Lévi-Strauss, quelque chose comme ce sur quoi se déploie la pensée anthropologique, c'est de l'intérieur du cadre de nature-culture. Lisez La pensée sauvage, lisez Le transhumanisme aujourd'hui, lisez Anthropologie structurale 1 et 2, lisez Tristotropie, lisez Lévi-Strauss. Ça c'est l'énoncé 2. Non, ça c'est l'énoncé 1. Et l'énoncé 2 qui ouvre la pensée sauvage, c'est la pensée est inconsciente et classificatoire. Il y a quelque chose comme l'énoncé 1, l'ordre de la connaissance, et l'énoncé 2, comment dans l'ordre de la connaissance, la conscience ou la non-conscience, la pensée ou la non-pensée se donne à être. Dans un champ beaucoup plus politique, la Chine du temps de Mao Tse-tung, il y avait l'énoncé 1, ça serait la question de savoir qui du capitalisme ou du socialisme l'emportera est une question longue et qui ne trouvera pas de réponse avant la fin du siècle. Et la question 2, d'une complexité extrême, c'est il faut avoir confiance dans le parti, il faut avoir confiance dans les masses. Le thème de la science, sans réclamer, prétendre en relever, voire en faire, plus le faire progresser, est stricto sensu un choix d'énoncé. Je voudrais préciser ce point. Je voudrais préciser ce point parce que c'est l'énoncé 2 que je vous ai proposé. Je rappelle, l'énoncé 1, les gens pensent, l'énoncé 2, la pensée et rapport du réel. Donc, le réel fait irruption en même temps que la pensée des gens et il est intérieur à ce dispositif de la pensée des gens quand elle existe. Je suis absolument en compte, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais malgré tout, d'assurer que le réel en question est bien un réel, c'est-à-dire un rationnel, une rationalité. Et que quand je dis les gens pensent, il ne s'agit pas simplement de pensée spontanée, vous appelez ça, ou de pensée d'idéologie, de représentation, etc., etc. Il s'agit bien d'un dispositif rationnel. Et donc là, je suis confronté à la question du réel. En sachant très bien que le réel qui fait éruption dans la pensée des gens est à tout point différent du réel dans l'espace dit de la science, des sciences sociales, tels que Durkheim, Lévi-Strauss, Bourdieu et tous les marxistes s'en réclament. Donc c'est en ce sens qu'il faut que je fasse une précision sur le réel dans la science, pour vous montrer que ce réel dans la science n'est pas la condition de la connaissance, n'est pas incontournable, que mon propos n'est pas une dissidence simplement par rapport au réel de la science, mais bien une altérité radicale, un autre, voilà, et que le réel de la science n'est qu'une proposition problématique sur la question du réel. Alors, si vous décidez que le réel est rationnel, quand je dis réel, le il y a est rationnel. On ne sait pas très bien ce qu'il y a, mais ce qu'il y a est rationnel. Que le réel est rationnel en lui-même. Soit il est soutenu d'y accéder directement. C'est la thèse de Marx et de Durkheim. Le réel est rationnel et le travail de la science, c'est de faire émerger cette rationalité, étant entendu que l'ordre du réel, l'ordre de rationalité du réel est compatible avec un ordre de rationalité de la pensée.
Donc vous tombez sur cette grande thèse épistémologique qu'il peut y avoir identité entre la pensée et la réalité, chez les positivistes. Bon. Mais vous avez une autre figure majeure dans la sociologie, qui est Max Weber, qui soutient que le réel est rationnel, mais que la pensée ne peut pas y accéder. Elle peut simplement s'en approcher, par toute une série de démarches rigoureuses, etc., etc., et en y incluant, contrairement aux autres, les formes de conscience, les formes de pensée, etc. Et cette approximation, la construction de cette approximation, ça s'appelle l'idéal type. D'où l'école de Weber qui construit des idéal types, des choses probablement les plus proches du réel, mais on ne peut pas affirmer l'idée. Ce qu'il faut relever, c'est que chacun de ces trois, Marx, Durkheim, Weber et bien d'autres, Lévi-Strauss, Bourdieu, j'en passe, affirment être dans la science et en faire. Alors pendant longtemps, je soutenais que, en réalité, il y avait un multiple de sciences. Il y avait une multiplicité hétérogène du mot science. La science au sens de Weber, ça n'avait pas grand-chose à voir avec la science au sens de Durkheim et Lévi-Strauss étant très durkheimien mais déplacé, on avait une troisième acception puisque chez lui la conscience était classificatoire et la pensée inconsciente, etc. Et il y a des exemples célèbres d'antinomie de gens qui se réclament de sciences qui n'ont strictement rien à voir de l'une avec l'autre. Les rapports Lévi-Strauss-Ballandier étaient furieusement méchants. Les rapports, c'est pas de votre génération, entre Raymond Aron et Georges Gurvitch à la Sorbonne, il y a un demi-siècle, qui s'attendait dans les couloirs avec de la craie. Donc j'ai pensé ça pendant un temps qu'on avait simplement affaire à une multiplicité sur le mot science. Et maintenant je dirais peut-être autre chose. Je dirais qu'il y a chez eux unité sur l'énoncé 1. Le réel est rationnel et ensuite les divergences commencent avec l'énoncé 2. Alors c'est fondamentalement cet énoncé 1 qui fonde ce que j'appelle le scientisme. Parce que cette rationalité stipulée du réel ne s'appréhende que par des appareillages réglés et complexes qui exigent des connaissances singulières, un métier propre dont les figures sont celles du savant, de l'expert, du professeur, etc. Celui qui sait et dont le savoir a reçu l'estampille des institutions. C'est-à-dire l'énoncé 1, si vous dites le réel est rationnel, dans le même temps vous dites il faut une démarche scientifique pour en venir à bout, et cette démarche scientifique est bien évidemment réservée à ceux qui en ont acquis les capacités et la reconnaissance. La conséquence s'impose. Si on indexe la pensée sur un réel rationnel, c'est-à-dire sur le fait de la science, alors les gens ne pensent pas. Parce que ce ne sont pas des savants. Parce qu'ils ne sont pas diplômés. Le scientisme, en tant que tel, est incompatible et adverse de l'énoncé « les gens pensent ». Pas simplement, soit. Mais, on pourrait se poser la question, peut-être vous vous posez la question, est-ce qu'on ne peut pas juste poser les deux démarches? D'un côté, pratiquer la science dans la conviction que le réel est rationnel, et de l'autre, travailler sur la pensée des gens dans l'espace propre que cela exige. Si vous vous posez cette question, elle est intéressante, et peut-être que le suivi de ce séminaire et de ces différents intervenants va vous permettre, va être une situation d'enquête pour vous, vous permettant d'y répondre. Vous verrez peut-être plus clairement ce qui se joue et comment ça se joue alors. Je pense pour ma part que pour des raisons que je ne vais pas détailler, ce n'est pas possible de pratiquer les jours pairs, le scientisme, et les jours impairs, la pensée des gens.
Mais il n'est pas... Voilà. Pourquoi, comment, on y revient. Une indication, connaître, d'une certaine façon, je ne pense pas qu'on puisse non plus complètement séparer la question de connaître, de comment on connaît, de qu'est-ce qu'on choisit comme dispositif de connaissance, et en toile de fond la question de pourquoi en faire, ou quel usage. Répondre rien, je n'y crois pas. Dans tous les cas, si ce n'est pas vous qui en avez la maîtrise propre, cette maîtrise se déploie sans vous. Et de ce côté-là, du point des gens, du point de l'État, à mon avis, divise radicalement. Si on insiste, cependant, on peut se poser la question, pourquoi du point de la science relèverait nécessairement du point de l'État? Pourquoi du point de la science, ça ouvrirait à du point de l'État, compte tenu de cette conception du réel? Question importante, et je ne la traite que dans le domaine dit des sciences sociales. Je ne parle pas de la physique, ou de la chimie, ou de la science de l'atome, etc., etc. Je parle de ce qu'on appelle couramment l'anthropologie, la sociologie, l'histoire, peut-être l'économie. Et bien évidemment, ce qui vient à l'esprit est est-ce qu'il peut y avoir une démarche qui se réclame de la science et qui ne soit pas dans l'espace de l'État? Ce dont on parle là est de la critique. Voilà. Je n'y crois pas beaucoup. Je confondrais la démarche dite de la sociologie critique à la démarche de celle de l'opposition dans le champ politique parlementaire. Commençons par la figure politique de l'oppositionnel, celui qui est contre, qui critique, qui condamne. Mais est-il dedans? Est-il dehors? Dans ses dispositifs d'intellectualité, dans ses pratiques. Et c'est une question qu'on va retrouver à propos des mobilisations. La question du dedans, du dehors, dans l'espace de l'État, en dehors de l'espace de l'État, dans l'espace de la pensée des gens, en dehors de la pensée des gens, est une question qui n'a nulle clarté. Et l'expérience montre qu'on ne peut pas toujours l'établir a priori, et cependant elle est décisive. Par exemple, vous avez vu que dans le texte de présentation du séminaire, tant Alain que moi, nous proposons de dire que le mot de révolution, comme référent de la capacité des masses, etc., est un mot qu'on doit, là je parle dans mes termes, dans le principe d'usage, est révolu. Ça a été, mais ce n'est plus. Vous voyez bien que selon que vous acceptez cette proposition ou bien que vous la rejetez, la question du dedans ou du dehors se trouve complètement différenciée. La question même du rapport aux mobilisations. Mais la question du... Pourquoi? Parce que révolution proposait de substituer à un certain ordre des choses et un ordre étatique, un autre ordre des choses qui était aussi un autre ordre étatique.
c'était initialement le socialisme, l'abolition des classes, le passage au communisme, etc., etc. Et les choses se dégradant, au fur et à mesure, c'était quelque chose de moins injuste, de plus progressiste, voilà, etc., etc. Si vous avez toujours l'idée de révolution en tête, vous allez demander à toutes les mobilisations contemporaines leurs propositions sur la question de l'alternative à l'État. Leurs propositions programmatiques. Si vous admettez que révolution, ça a été un opérateur majeur, mais ça ne l'est plus, et que c'est la vie des opérateurs politique, de subjectivité, etc., de ne pas être invariant, de ne pas être éternel, de ne pas être structuraux, mais d'être de leur temps, strictement, et que ce temps étant passé, c'est d'autres temps qui arrivent avec d'autres catégories. À partir de ce moment-là, votre regard sur les mobilisations, votre regard sur la situation actuelle sera complètement différent, y compris ce que vous penserez être des discours du pouvoir ou des discours alternatifs au pouvoir. Mais vous voyez bien que si vous cherchez un discours alternatif au discours du pouvoir, si vous êtes convaincu qu'il n'y a pas de discours du pouvoir alternatif au pouvoir, que ce que l'on appelle maintenant l'alternative, c'est ailleurs que dans un discours sur l'État et le pouvoir, les choses sont complètement différentes. Bon. Point 3, mobilisation. C'est intéressant, c'est pas simple. Il y a des gens qui sont là volontairement, disons. C'est minimal. Alors, je vais rajouter en connaissance de cause et en connaissance de quoi? Il y a la question du nombre, le face-à-face, l'affrontement, les mots d'ordre, une capacité, une cause, les convictions. Notre-Dame-des-Landes, les bonnets rouges, Stevens, les défilés du 1er mai. Vous allez appeler les défilés du 1er mai une manifestation syndicale de défense de l'emploi, une mobilisation, la Gay Pride, une mobilisation, une mesure de masse, une messe de masse pour la venue du pape, c'est une mobilisation, peut-être, peut-être pas. La défense de la famille contre la procréation médicale assistée. On le voit particulièrement ces dernières années en France, les mobilisations peuvent venir de tous bords, adresse au pouvoir, adresse à l'opinion, se conjuguent, volonté de dire, de faire savoir. Une question. Les grandes villes et les villes sont les lieux privilégiés d'un certain type de mobilisation. Au lieu de l'État, défilé, stationné, occupé, une symbolique du pouvoir qui se satisfait d'autorisation. Le plus souvent. Dans les cités, qui ne sont pas des lieux de l'État, en même temps, en même titre que les grands centres urbains, ce sont des affrontements, la venue de la police, qui en font des lieux où l'État est présent sous la forme de la violence de l'ordre policier. Parlerez-vous de mobilisation? Parce que là aussi on touche à l'État, on s'en rapproche, on l'affronte dans les cités. La figure contemporaine de l'État, point 4, vaste question. Je vous proposerai mais je pense qu'on pourrait mettre en chantier trois champs privilégiés d'enquête et de réflexion. Mais du reste, on en a ouvert quelques-uns et certains ici y travaillent déjà.
Ce qui se joue sur la question foncière dans l'espace urbain et dans l'espace tout court. Question foncière, alors c'est une... Voilà, que ce soit Siemens, que ce soit les destructions des tours et des bars des banlieues pour y construire, pour y implanter la mixité sociale, que ce soit les centres urbains expulsés et réappropriés au Brésil, à Dakar, à Cotonou, etc. Là, on apprend beaucoup de choses sur l'État, principe de réel de l'État, en situation. On apprend aussi beaucoup de choses sur ce qu'il en est des mobilisations, de la capacité d'énonciation, de décision et de formulation des gens. La deuxième question est redoutable, je vous la soumets, vous aimez le risque, c'est ce qu'il en est des élections et du vote. Des élections, voilà. Y compris quand on envoie l'armée au Mali pour organiser des élections, ou en Ukraine, alors que ça canonne dans tous les sens. Et ce qu'il en est du rapport des gens qui vont voter aux élections, ce qu'il en est du rapport des gens à l'État dans ce dispositif-là. En prenant l'hypothèse peut-être qu'ils savent ce qu'ils font. Et pas uniquement. Supposer que les gens savent ce qu'ils font, ça nous apprendrait quoi sur le rapport à l'État? Et puis la troisième question qu'on ne peut pas laisser, qu'on ne peut pas citer, on la réitère Alain et moi comme contemporaine et difficile, c'est de la religion comme idéologie de la politique aujourd'hui. Et pas simplement dans la figure du califat islamique, du djihad, Alors, pour finir, il y a quelques années, à l'occasion du 50e anniversaire de 68, 40e, merci. Voilà, j'avais fait un petit texte. Et il y a certains énoncés qui me semblent pouvoir vous intéresser, positivement ou négativement. Et voilà, je vais reprendre ces énoncés. Les principaux. Donc mon souci, c'était une politique du côté des gens, à distance de l'État. Bon. Mais c'est pas le souci de... Et je reprenais la thèse qui est la mienne, qu'il n'y a de politique qu'organisée. Ce qui est aussi une grille d'interrogation. La question de l'organisation est une grille d'interrogation essentielle sur la question des mobilisations et aussi sur les situations d'enquête en général, parce que les situations d'enquête sont des situations, je disais, les gens de décident de travailler ensemble, les gens viennent. Alors pour l'immense majorité des gens, il y a un nom unique de l'organisation, c'est l'État, qui se décline en partis, élections, syndicats, associations, ONG, lobby, puissance, pouvoir central, pouvoir local, etc., influence média. Oui, il y a toutes les formes d'organisation. Et ONG parce que, oui. Et pour tous ces gens-là,
la thèse sur le caractère organisé de la politique signifie, oui, organisé à l'ombre de l'État. Donc ce qui m'intéressait à propos de la politique du point des gens, c'était de reprendre le doublet politique-organisation et de voir dans quelle mesure, au doublet politique-État, qui fonctionne de façon majeure, on pouvait distinguer aussi quelque chose qui serait le doublet politique-organisation du point des gens. On a eu l'occasion d'en discuter dans le séminaire de l'année dernière, dans le séminaire de l'année d'avant, avec des structures d'organisation au Sénégal. Il y en a marre. Avec des structures d'organisation au Chili, l'ACES, l'Association des étudiants, et aussi les assemblées populaires, etc. etc. Donc ce n'est pas une figure de style abstraite. Quand il y a des mobilisations, il y a des structures d'organisation où il n'y en a pas, où il y en a très peu. Mais qu'est-ce qu'il en est des structures d'organisation dont l'État ne serait pas le paradigme? C'était le point sur politique. Ne pas oublier la question de l'organisation. Parce que s'il y a une capacité des gens, c'est aussi une capacité à innover, à renouveler la question de l'organisation. La politique n'est absolument pas uniquement une question de principe, d'idéologie, de ceci, de cela. Ça, c'est des battleurs et des charlatans qui vont... voilà. La politique, c'est des principes, c'est ceci, c'est cela, et c'est des structures effectives d'organisation avec un lien intime entre le dispositif des principes et le dispositif de l'organisation. Ça, c'est des points 1. Alors, le point 2 soutient que société est une fiction intellectuelle. Société, le mot société, voilà. Max Weber soutient que l'État s'identifie entre autres par le monopole de la violence légitime, vous savez ça. Sur un territoire, on sait ça. Il faudrait ajouter tous les domaines où l'État a le monopole de la décision et de la décision légitime. C'est-à-dire que le monopole d'État est beaucoup plus que simplement celui de la violence légitime. C'est le monopole de la décision légitime. Et il n'y a dans ces domaines de décision qu'étatique. L'État apparaît alors comme un organe de commandement délivrant des décisions auxquelles se soustraire ou place hors la loi. Il faut obéir à l'État, à ses lois, à ses règlements. On dira sans doute que dans tout groupe il y a des règles, des interdits, des normes, que l'ordre est à ce prix. Mais de quel ordre parle-t-on? De l'ordre social ou de l'ordre étatique? De pratique sociale ou d'un ordre politique promulgué et mis en œuvre par le pouvoir? On dira qu'il n'y a finalement d'ordre que politique dans l'espace de la politique menée par l'État. Dans une telle hypothèse, la catégorie de société est mise à mal, car elle n'a plus de consistance ni d'espace propre. L'idée n'est pas de tout réduire à l'État, les gens, les activités, les villes, etc. Mais j'avance que l'État est le seul organe de régulation, de contrôle, de commandement. Thèse, eh bien, il n'y a pas d'ordre social, il n'y a que de l'ordre étatique. Existe la catégorie sociale, enfin. On voit tout l'intérêt pour le pouvoir de maintenir la fiction de l'existence d'une société, d'une formation sociale. Je soutiendrai que c'est un discours d'État. Il se constitue ainsi un interlocuteur qui n'est que lui-même. Bon, Sarkozy avait un peu changé en disant « les Français veulent ». Mais la société exige, c'est même le discours dominant, il construit là un objet-sujet imaginaire, virtuel, à l'heure, quelque chose comme son double. Il est intéressant de relever que la catégorie de société apparaît dans son usage moderne en même temps que celle d'État. Durkheim en est le théoricien en France. Le fait social, dit-il, ce qui s'impose aux individus de l'extérieur d'eux-mêmes et même par coercition. C'est le fait social, c'est le début des règles de la méthode. Sociologie. La sociologie comme discipline scientifique est la science des faits sociaux, ainsi strictement définie. Entre la coercition du fait social et la décision étatique comme commandement, la distance n'est pas grande. Qu'en est-il alors de l'économie du capital et de la marchandise? C'est une question complexe.
Je soutiendrai que le rapport de l'économie aux gens est un rapport de commandement. Les prix des marchandises sont strictement imposés. Dire que chacun est libre de ne pas acheter est un argument de philistin. Le point est que le coût des choses s'affiche dans une violence pure, à chacun d'en faire, non pas ce qu'il veut, mais avant tout ce qu'il peut. Ensuite, quels sont les rapports entre le commandement étatique et le commandement capitaliste, entre l'ordre étatique et l'ordre de la marchandise? Est-ce que c'est aujourd'hui un fondement de l'ordre étatique? Il n'y aurait plus aujourd'hui que des ordres étatiques dont la légitimité se confond avec celle de la marchandise et son ordre, etc., etc. Je ne suis pas de cet avis. L'ordre de la marchandise est considéré par le pouvoir d'État comme une nécessité incontournable, quasi naturelle et par ailleurs bienfaisante. C'est là le credo du libéralisme économique. L'ordre étatique co-gère l'ordre économique, la réciproque n'est pas vraie. Bien sûr, les institutions financières et bancaires, la bourse, tous surveillent la politique financière du gouvernement. Pour autant, le gouvernement gouverne et prend ses lois et ses décisions dans une logique proprement politique. 3. Dans les notions. Ordre, commandement et principe. Donc, je propose de congédier la catégorie de société pour une existence réelle, faux et usage de faux. Boum. Je sais que le problème est profond, parce que est-ce qu'on peut penser sans la catégorie de société? On pourra y revenir. Mais la catégorie de société, elle est commode, elle est confortable, parce qu'elle stipule qu'il y a un tout complexe, rationnel, déjà là, et que donc un sujet est immédiatement repérable dans la topologie du tout. Voilà. Si vous faites de l'économie, si vous faites ceci, si vous faites... J'argumente que la réalité, c'est pouvoir, la réalité est réalité de ces institutions. Ce pouvoir est en tant que pouvoir ordre. Voilà, il y a du pouvoir, il y a de l'État, c'est du pouvoir, c'est de l'ordre du commandement de la puissance armée. Il domine. Et cette situation de domination, c'est le point que j'ajoute, est une situation d'extériorité. Le pouvoir est extérieur dans l'exercice et le monopole de l'ordre et du commandement qu'il détient. Le monopole est extériorité, tout le point est là. La domination est extériorité, et bien évidemment la catégorie de société occulte ça totalement. Elle ne commence pas par l'idée qu'il y a un ordre comme principe initial, et que la rationalité stipulée est une rationalité de l'ordre et du commandement. Donc ça c'est le point suivant. Je vous passe les longs développements, mais je ne garde que la conclusion, qui était que si on regarde les choses telles qu'elles se sont passées au XXe siècle, on peut aboutir, contrairement aux thèses de Marx et des autres marxistes, que les classes ne se subordonnent pas à l'État, mais que c'est l'État, au contraire, qui, une fois constitué, se subordonne les classes. Que la logique de l'État, que ce soit en Chine, à Cuba, en Algérie, en Russie, etc., est une logique qui subordonne complètement à la question des classes, et que donc c'est bien à la question de l'État qu'il faut avoir affaire, et ne pas, d'une certaine façon, se mettre sous la protection de la question des classes pour ne pas affronter celle de l'ordre, du commandement et du pouvoir. Ah oui, alors le point suivant va vous ravir. Je soutiens que on est aujourd'hui, la situation actuelle, c'était il y a quelques années, mais elle n'a pas changé, nous sommes aujourd'hui sans théorie de l'histoire. On n'a plus de vision de l'histoire, si ce n'est l'histoire comme chronique de l'occupation de l'État. Histoire anecdotique, voilà, strictement journalistique.
La thèse de la fin du classisme, de l'analyse de classe, suspend la conception de l'histoire telle que la formule le manifeste. L'histoire était l'histoire de toute l'humanité, l'histoire de l'humanité et l'histoire des classes, et l'État était le produit de ce que les contradictions de classe sont inconciliables. Je vous ferai remarquer que les thèses sur l'histoire n'ont pas cessé de produire, enfin d'être proposées et d'avoir une grande importance. Tout le mouvement révolutionnaire du début du XXe siècle jusqu'à la Troisième Internationale était dans la conviction que on était rentré dans le siècle des révolutions victorieuses. La révolution culturelle était alimentée dans l'idée que le vent d'Est l'emportait sur le vent d'Ouest. Et pour diversifier mes auteurs, je vous rappellerai que Malraux, sur la fin de sa vie, a, avec sa voix inimitable, prophétisé que le XXIe siècle, disait-il, serait religieux ou ne serait pas. Donc, il y a eu une époque où il y avait une consistance de la question de l'histoire, et il n'y a plus d'histoire. Point suivant, le mot ouvrier en politique. Ne pas oublier que, je prends ce mot, mais on pourra en discuter sur d'autres. Ouvrier ne prend son sens qu'avec la politique. Et la politique ne commence pas avec l'économie ou l'histoire, la politique commence avec elle-même. Ouvrier ne prend son sens qu'avec la politique dans le déploiement de cette dernière. Et il y a une histoire très diversifiée de ce déploiement. C'est-à-dire chez Marx, ouvrier et porteur de communisme de façon quasi naturelle. Chez Lénine, ouvrier et porteur de communisme dans un dispositif extrêmement contraint qui est la conscience avec l'ensemble de l'antagonisme, avec l'ensemble de l'ordre social et politique. Voilà. Il y a eu encore une autre prescription là-dessus pendant la Révolution culturelle, pendant la phase ouvrière de la Révolution culturelle, pendant la Commune de Shanghai. Alors, si vous voulez, c'est intéressant parce que ce mot, on peut en prendre d'autres, en réalité, n'a pas de... comment dire, ne peut pas fonctionner tout seul. Il ne peut pas fonctionner tout seul, il faut absolument l'inscrire dans le dispositif problématique qui le porte et voir les attendus de ce dispositif problématique et comment ces attendus ayant cessé, révolution, communisme, voilà. Comment vous avez eu une conjonction qui était le communisme comme la fin de l'histoire de l'État, par la disparition de l'État. À ceci, c'est ajouter la vision keynésienne, une histoire où le capitalisme était en mesure d'avoir lui-même une histoire progressiste, par la redistribution, par une politique sociale significative, par la constitution des ouvriers et des classes pauvres en agents positifs de l'économie nationale, comme consommateurs, pas simplement comme producteurs de plus-value, mais des choses comme ça. Et que tout ce dispositif-là, la crédibilité de ce dispositif est venue à finir, ce qui fait que la question de l'histoire elle-même est devenue absolue. Pour finir, eh bien voilà, dispositif d'enquête, ce séminaire y est soumis à travers la question des mobilisations. On va écouter, discuter et tenter d'éclaircir le contemporain avec cette règle qui est que
de l'espace propre de chacun, il faut essayer de dégager éventuellement un questionnement sur le contemporain qui pourrait être au travail, dont on pourrait dire qu'on est chacun au travail là-dessus, fût-ce dans des problématiques et dans des dispositifs différents. Merci.